Bienvenue dans State of Food, le podcast géopolitique qui parle d'alimentation et du secteur agri-agro. Aujourd'hui, on accueille pour moi, the sociologue, vous voyez, the sociologue de l'alimentation, celui qui nous aide à comprendre les dynamiques invisibles qui traversent nos assiettes. Jean-Pierre Poulain, bonjour. Alors, vous n'êtes pas en Malaisie, mais vous êtes à Toulouse. Et merci de nous consacrer du temps. Et vous êtes spécialiste des comportements alimentaires, de l'anthropologie du goût, très joli mot, des normes et des politiques alimentaires. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire de l'alimentation, de sociologie de l'alimentation, Mangeur, un marché en mutation. Et en fin de compte, votre actualité vous amène à vous interroger sur la globalisation des systèmes alimentaires, sur les nouvelles normes sociales et surtout, vous travaillez en Malaisie, et vous pourrez nous en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, sur les évolutions des comportements alimentaires et cette notion de manger dedans et manger dehors. Si vous voulez bien, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vous propose de faire un petit point d'histoire pour que vous nous disiez comment nos comportements alimentaires ont évolué ces dernières décennies. Est-ce qu'on arrive à faire une analyse par zone géographique ou une espèce d'analyse plus globale ? Alors tout d'abord, bonjour et merci de cette présentation très élogieuse. Comment nos comportements alimentaires ont-ils évolué? Alors, on peut le regarder sous l'angle du verre à moitié vide ou à moitié plein. Si je le regarde, les choses ont bougé et quand je prends la dimension un peu négative, on a des formes d'individualisation et de désocialisation de l'alimentation qui se sont mis en place. L'alimentation, c'est le repas classique pris en famille avec entrée, plat, fromage, dessert. Cette vision un peu du repas à la française, c'est quelque chose qui est plus tout à fait une réalité aussi fréquente qu'elle ne l'a été. Donc on a des phénomènes de simplification des repas, des phénomènes d'individualisation. Alors, simplification, c'est mon père, 90 ans, rentrant à la maison, il pose la question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et la question est une structure qui appelle une réponse en termes de c'est quoi l'entrée, c'est quoi le plat, c'est quoi les légumes, c'est quoi éventuellement la salade, c'est quoi le dessert. Et aujourd'hui, si euh, les enfants rentrent à la maison dans un couple de trentenaires d'une ville de Paris ou de Toulouse et posent la même question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh bien, la réponse, ça va être qu'est-ce qu'est le plat principal? Et puis pour le dessert, ils iront dans le frigo choisir leur dessert. Parce qu'il y a les desserts pour les gamins, il y a les desserts pour l'épouse, il y a les desserts pour le mari. Donc, on a ici à la fois une simplification et des formes d'individualisation. Alors, ça a des effets nuancés. Alors, ça a des effets négatifs parce que, en fin de compte, la vision qu'on avait de ce qu'était l'équilibre alimentaire avec des entrées, quand on avait des crudités en entrée, eh bien, on pouvait manger une pâtisserie en dessert, mais quand on avait pris une quiche en entrée, eh bien, en dessert, on mangeait une pomme, on mangeait cette vision-là, parce que les séquences, parce que les types de plats sont plus du tout les mêmes, elle prend à contre-pied, en quelque sorte, des connaissances qu'on avait sur la manière d'organiser l'alimentation. Alors, il a fallu les réorganiser. Mais ça se passe pas toujours facilement parce que à l'échelle de la société, tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'égard du discours nutritionnel et des connaissances nutritionnelles. Les femmes sont plus intéressées que les hommes. Quand on a une éducation scolaire un peu, on est resté un peu longtemps sur les bancs de l'école et de l'université, mais ces questions-là ont plus de pertinence que lorsque on y est resté moins longtemps. Donc, on a des différenciations sociales par rapport à ce qui est devenu l'alimentation. Deuxième élément qui a changé beaucoup, c'est que l'alimentation est devenue une question sur laquelle il faut se poser des questions.
Alors, moi, quand j'étais gamin, si j'étais interne au lycée, je mangeais ce que quelqu'un avait décidé que je mangerais. Je pouvais demander du rab, je pouvais échanger un truc que j'aimais pas trop avec un copain. Mais en fin de compte, je décidais de très peu de choses, y compris à la maison. Alors, de temps en temps, je disais, maman, refais-nous du clafoutis, ou avec ma sœur, on pouvait. Mais en fin de compte, les décisions, c'était des décisions qui étaient déléguées à des instances à l'intérieur de la famille ou dans l'organisation sociale qui prenaient ces décisions sur un certain nombre de critères, la tradition, le coût, la disponibilité, etc. Et je mangeais ce qui m'était servi. Et aujourd'hui, il y a comme une injonction à raisonner l'alimentation. C'est-à-dire, il y a une montée en réflexivité sur l'alimentation. Qu'est-ce qui est bon pour manger? Qu'est-ce qui est bon à manger? Alors, avec, on va dire, plusieurs horizons. Il y a un horizon très important qui est l'horizon de la nutritionnalisation ou de la médicalisation de l'alimentation. Parce que l'alimentation a changé de statut. Elle a changé de statut avec le développement des progrès de la médecine. C'est-à-dire que aujourd'hui, la vision qu'on a de la nutrition et de l'alimentation, c'est que pendant les, on va dire, les 40 premières années de la vie, elle est un facteur de risque. Alors, on peut l'utiliser positivement et réduire les risques, ou on peut prendre des risques. Et puis, dans la deuxième partie de la vie, alors l'alimentation est associée à l'apparition de maladies chroniques. Et à ce moment-là, elle devient quelque chose qui s'inscrit dans la prise en charge de ces maladies chroniques, qui sont des maladies que l'on gère de plus en plus, de mieux en mieux, avec lesquelles on vit, qu'on apprivoise, qu'on vit de plus en plus longtemps avec. Et donc cette question de l'alimentation, on voit ici, et c'est pas fini, parce que ce processus est un processus qui va continuer. Donc ça, c'est un premier élément de la transformation. Et donc je dois réfléchir. J'ai des injonctions quotidiennes qui me viennent de l'univers médical, mais pas seulement de l'univers industriel, relaie tout à fait ce discours autour de l'alimentation et de la nutrition. Mais Juste l'alimentation, si je peux me permettre pour bien sûr, rebondir, professeur Poulain, sur ce sujet de l'individualisation, et je vous laisserai continuer après, est-ce que vous ne pensez pas que ça me pose, moi aussi, en tant que personne, qui je suis? Ah, je mange bio, ah, je mange vegan. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on a ce choix, en fin de compte, on se pose aussi en tant que personne. Ça nous donne une identité, je vais pas dire pour nous démarquer, mais en fin de compte, voilà, c'est sûr qu'avant, moi j'étais comme vous, hein, je mangeais ce que ma mère me mettait dans mon assiette et si j'en avais pas envie, bah, il y avait rien d'autre. Mais maintenant, en fin de compte, vous avez 4 personnes à table, les quatre ont un menu différent. Et en fin de compte, ça me pose en tant qu'humain, en tant que personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans ce concept-là. oui, tout à fait. Même s'il ne faut pas exagérer, il y a pas mal de familles dans lesquelles il y a 4 personnes et il n'y a que deux ou trois menus. Bon, donc, il y a des degrés hein, d'intensification de ces formes d'individualisation. Oui, vous avez raison. En fin de compte, il y a une autre dimension, mais c'est devenu aussi une autre injonction. C'est-à-dire que l'alimentation, elle a des dimensions sociales et politiques. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions, si je mange ça, c'est bon ou pas pour la planète. Et donc voilà que ma responsabilité individuelle est convoquée dans mes choix alimentaires. Ils sont convoqués, elle est convoquée également, ma responsabilité, dans l'expression de mon identité, mes identités sociales. Parce que l'alimentation, plus elle s'est modernisée et plus en même temps la dimension patrimoniale, héritage, l'alimentation comme témoignage d'un mode de vie et du talent peut-être même des sociétés qui nous ont précédés est aujourd'hui aussi une forme d'injonction. C'est-à-dire qu'on a ici, et je vais rajouter la dernière, c'est que l'alimentation, elle génère, elle crée du lien social. Et donc, la réflexivité alimentaire, dans la modernité, dans la période que nous vivons, eh bien, elle peut se caractériser par une
monter de la réflexivité avec l'horizon de la nutrition et de la santé, l'horizon politique des choix alimentaires, de proximité, des rapports nord-sud, du dérèglement climatique, avec la dimension patrimoniale et la culture, la gastronomie, les cultures locales, l'expression de ces cultures, les métissages qu'on a dans les familles, à travers les mariages, à travers les déplacements des zones d'habitat. Et puis, l'alimentation, c'est aussi le plaisir de se retrouver entre amis, c'est aussi le moment de marquer les grandes périodes de l'année, de la journée. Donc, tous ces éléments-là qui fonctionnaient dans le non-dit, dans la langue de soi, petit à petit, aujourd'hui, sont devenus quelque chose qu'il convienne de réfléchir, de penser, et comme on ne vit pas seul, c'est devenu une source de discussion, de réflexion, parfois d'une certaine conflictualité. Vous me parliez tout à l'heure, un petit peu avant qu'on débute cet entretien, de vos travaux en Asie. Et j'avais lu que vous aviez observé alors quelque chose, j'arrivais pas à le définir, mais vous allez m'expliquer ce que vous appeliez l'hybridation des régimes alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire ce phénomène, est-ce que c'est à l'œuvre aussi chez nous en Occident ou est-ce que c'est quelque chose de totalement spécifique à l'Asie, hein? Oui, alors il y a quelque chose de spécifique à l'Asie. Vous savez, c'est ce que certains de mes collègues japonais, sud-coréens, chinois appellent la modernité compressée ou compactée. C'est-à-dire que ces pays-là ont vécu ce que nous avons vécu, nous, en Europe et en Occident, en l'espace de 5, 6 générations chez nous. C'est-à-dire le basculement des sociétés rurales à des sociétés urbaines. C'est-à-dire le passage des familles étendues avec 5, 6 enfants par famille à des familles, un couple et 1 ou 2 enfants, voire les couples, les ménages monoparentaux. Ces transformations-là, l'émergence d'une classe moyenne, euh, tout ceci, chez nous, ça s'est fait petit à petit. Et avec des systèmes de valeurs qui ont évolué, qui ont changé au fur et à mesure des générations. Et en Asie, ces choses-là se sont passées en l'espace d'1 ou 2 générations. La première fois où moi je vais en Malaisie, on est en 1985. C'est une société totalement rurale. Il y a Kuala Lumpur on dirait une ville moyenne aujourd'hui. Il n'y a pas de classe moyenne. Et aujourd'hui, c'est une société moderne. Mais ça s'est passé en l'espace de 2 générations. Donc ce phénomène-là, auquel il faut ajouter le fait que toutes les nouveautés, c'est-à-dire les téléphones portables, le passage à la communication, le développement des transports rapides AirAsia qui vous permet à des tarifs très bas de prendre l'avion. Moi j'ai pris l'avion la première fois j'avais 30 ans, mon père n'a jamais pris l'avion. Donc ces choses-là, ces autres dimensions de la modernité se sont ajoutées à ces transformations structurelles. Ce qui fait que nos collègues spécialistes des phénomènes de transformation des sociétés ont commencé par dire, mais les théories de la modernité qui ont été développées en Europe, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, elles ne s'appliquent pas très bien à ce qui s'est passé en Asie. Et donc, on travaille à la compréhension de ces phénomènes de modernisation. Et il se trouve que l'alimentation est un lieu absolument formidable d'observation de ces transformations. Et ce que vous signaliez, c'est en fait, en fin de compte, des phénomènes de cosmopolitisation. C'est-à-dire que vous avez la superposition sur un même endroit de types d'alimentation qui auparavant étaient répartis dans l'espace. Alors je vais prendre un exemple simple. Je suis à Kuala Lumpur et je peux manger français, je peux manger chinois, je peux manger indien, je peux manger tous les pays du monde. Même je peux manger des choses qui n'existent pas. Il y a des restaurants, vous avez Italian tapas.
Italienne tapas, en Europe, ça nous ferait rire. Et ça passe très très bien. Euh, En fin de compte, vous avez ici des hybridations de cultures qui sont des caractéristiques de ces sociétés qui se sont développées très très vite et pour lesquelles vous avez dans des grands centres urbains, alors Kuala Lumpur, Singapour, Hong Kong, Shanghai, où vous avez des superpositions de modèles et de formes, de cultures, et des individus qui vont passer d'un espace culturel à un autre espace culturel. C'est ça des phénomènes de cosmopolisation et d'hybridation. Parfait. Ah ouais, j'avais pas dû. Mais en fait, quand je connaissais, parce que j'ai vu ça en Indonésie, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais moi, je disais toujours, oui, c'est vrai, vous n'êtes pas comme nous, Français. Nous, tout est sacré dans la cuisine. Je dis, vous, vous mélangez tout, mais et vous êtes bien heureux avec ça. Et du coup, ça m'amène sur un sujet sur lequel moi j'ai pas mal travaillé, sur lequel je me suis beaucoup fait taper sur les doigts. C'était les startups de la food et comment, en fin de compte, ils rentraient dans notre espace alimentaire avec des sujets comme les insectes, la viande cellulaire, la fermentation. Pour vous, c'est quoi le rôle de ces startups dans notre alimentation? Dans notre espace, en fin de compte, alimentaire. Je parle même pas d'espace culturel parce que là, je pense qu'on n'y est pas du tout, mais sur un espace alimentaire. Alors, avant d'aborder cette question, juste pour resituer la question de la modernité compactée ou compressée, c'est que vous avez à la fois ces phénomènes d'hybridation et vous avez à la fois en même temps des choses qu'on a connues, nous, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, qui est le changement de regard sur les traditions du pays, c'est-à-dire les traditions locales, c'est-à-dire l'idée que c'est un patrimoine, qu'il faut le protéger, qu'il faut le transmettre. Donc c'est aussi une des caractéristiques, cette tension entre cosmopolitanisme, c'est-à-dire les cultures des autres, nos cultures à nous, localement. Alors, j'en arrive à votre question. Euh, et, euh, et on a une grande effervescence aujourd'hui sur euh, l'innovation alimentaire, on va dire. Cette innovation alimentaire, elle est possible ou elle a été rendue possible, voilà, on va y arriver. Elle a été rendue possible parce que justement, cette réflexivité et cette dimension par rapport à la tradition fait que, sortant l'alimentation de la langue de soi et de la tradition, on répétait un certain nombre de choses. Et en France, c'était très, très fort parce que, si vous voulez, la grande gastronomie française, à partir de la fin du 19e et du début du 20e, elle se fige. C'est-à-dire qu'elle se fige à un niveau de complexité absolument extraordinaire, hein. C'est-à-dire que vous avez 7 000, 10 000 plats recensés dans le Gringoire et Saulnier ou les livres d'Escoffier. Donc c'est un niveau de complexité absolument étonnant. Mais les cuisiniers deviennent des interprètes. C'est-à-dire que leur statut, c'est de, si je fais une comparaison avec un musicien, je ne peux jouer que les œuvres de Mozart et j'exprime mon talent justement dans de formidables interprétations. Mais la créativité, la création, non. Les maîtres du 19e et du début du 20e ont fait ce qu'il fallait et quelle prétention de vouloir y revenir. À partir des années 70, milieu et fin des années 70, avec la nouvelle cuisine, voilà que on a nos grands chefs se retrouvent avec le devoir de créativité. Ils sont totalement perturbés au début. C'est une révolution absolument. Et je trouve que moi, dans mon parcours personnel, et pour des raisons familiales, à ce moment-là, je me retrouve à l'école hôtelière de Toulouse et j'ai été étudiant là-bas. Et ce qu'on apprenait, c'était un conservatoire, au sens du conservatoire de musique, dans lequel on apprenait que les œuvres classiques. Et les choses, donc je vous parle d'avant 1980. Et après, les choses ont totalement changé avec l'apparition de la nouvelle cuisine. Voilà que il fallait devenir créatif.
Alors, ceci a touché la gastronomie, la partie, on va dire, euh, sophistiquée de l'alimentation. Mais en fin de compte, la gastronomie en France, elle est à la fois, elle touche les grands chefs, mais avec des modèles descendants, elle traverse la société. Et les grands chefs sont un peu des trendsetters, vous voyez, au sens de la mode. Si vous voyez par exemple Michel Brass et son coulant au chocolat, partout dans le monde, partout, on fait des coulants, et pas qu'au chocolat, et pas que en gâteau. C'est absolument incroyable comment cette recette a été disséminée de par le monde. Même chose avec son gargouillou. Son gargouillou, il le crée dans les années 80 et il y a des gargouillous partout dans le monde. Le gargouillou, c'est un plat qu'avec des légumes cuits à la perfection, de façon séparée et montée. Et vous avez ça partout. Donc, on a ici, chez ces chefs-là, des phénomènes qu'on peut observer et qui vont se diffuser un peu à travers la société. Or, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la créativité ouvre les registres. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses nouvelles. Et on peut faire des choses nouvelles, alors ça va ouvrir des dialogues. Par exemple, si je continue avec notre ami Michel Brass, Michel, c'est quelqu'un qui va mettre en dialogue le terroir d'ici et le terroir de là-bas. C'est-à-dire qu'il va faire un travail extrêmement intéressant où, vous savez, le terroir, ça peut être un peu euh, enfermant, hein. Il y a cette belle citation de Miguel Torga, qui est un poète portugais, qui dit le terroir, ou le local, plus exactement, il dit, c'est l'universel moins les murs. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir enlever les murs et pas s'enfermer. Et ça, c'est une des grandes leçons que Michel Brass a données à la gastronomie, pas seulement française, la gastronomie mondiale, a consisté à mettre en dialogue justement les cultures de là-bas, qui sont l'exotisme, et les cultures d'ici, et aussi les cultures du pauvre ici, les cultures alimentaires de peu, de gens qui n'ont pas beaucoup à manger, mais qui vont quand même être inventifs. Et donc ce moment-là, c'est un moment très très important parce que, eh bien, des, euh, des possibles nouveaux apparaissent. Alors avec des produits qu'on va transformer, qu'on va changer, des emprunts qu'on va faire dans d'autres espaces culturels et qu'on va essayer d'implanter ici. Et au fur et à mesure, ce point de départ, qui est quand même assez culturel, on va dire, petit à petit, il va se compléter au fur et à mesure que la conscience écologique, que la conscience que ce que nous mangeons, nos choix alimentaires peuvent avoir des conséquences à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'écosystème. Petit à petit, on va revisiter un certain nombre de choses et on va être amené à réfléchir à la façon dont des innovations pourraient à la fois être bonnes et nous aider à résoudre un certain nombre d'enjeux, de problèmes qui peuvent être sanitaires, qui peuvent être écologiques, qui peuvent être technologiques. Voilà. Et il faut resituer ça dans un mouvement qui n'est pas seulement de l'innovation technique, mais qui fait qu'à un moment donné, la créativité, elle est devenue possible et souhaitable. Alors, moi, je suis toujours un peu fascinée par ces histoires de start-up, d'innovation, de choses comme ça, parce que en vérité, je vois que dans tous les pays du monde, ils travaillent sur les mêmes sujets, alors qu'en vérité, ils n'ont pas les mêmes problèmes. On n'a pas tous les mêmes problèmes en Asie qu'on a en France, enfin qu'on aurait en Europe, qu'on a aux États-Unis, qu'on a en Amérique du Sud. Et pourtant, ils travaillent tous sur des mêmes sujets. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des leurs? Enfin, est-ce que c'est pas vous savez, comme une espèce d'hallucination, une espèce d'hallucination globale qu'on aurait? Et pendant qu'on fait ça, c'est un peu comme je dis toujours le tour de magie. Et pendant ce temps, on voit pas le vrai problème à côté. Je ne sais pas si vous voyez un peu la métaphore et ce que vous en pensez. Alors, je pense que les innovations,
elle, il y en a plein qui ne marchent pas. Ben, il y en a 8 sur 10. Absolument, ou parfois même un peu plus. Donc la question se pose de pourquoi, qu'est-ce qui fait que éventuellement ça fonctionne? Et si je porte un regard sur cette créativité dans les startups, sans faire une généralisation à outrance, on est souvent dans l'exercice de style science des aliments, c'est-à-dire une approche technologique, une approche nutritionnelle. Et ces approches sont nécessaires, sont indispensables. Mais en fin de compte, on ne mange pas des nutriments et on ne mange pas de la technologie. Et donc, cette question-là, elle suppose de comprendre comment un produit s'insère dans une culture alimentaire, dans des cultures alimentaires. Et donc, cette question-là, aujourd'hui, c'est un des grands enjeux. C'est des enjeux que on essaye de régler, par exemple, dans les formations qu'on a mis en place à l'Université de Toulouse, master sciences sociales appliquées à l'alimentation, par exemple, où on essaie de comprendre comment, justement, face à ces innovations fortement technologiques, on peut ajouter, ou en tout cas les inscrire dans des cadres culturels, dans des patterns culturels qui font qu'elles vont être acceptées, en tout cas acceptables. Et parfois même, alors à prendre un ou deux exemples, il y a des innovations qui sont tellement évidentes qu'on oublie qu'elles sont des innovations. Alors je vais prendre un exemple simple, c'est le magret de canard. Le magret de canard, quand je parle à mes étudiants, tous ont le sentiment que de toute éternité, ça a fait partie de la cuisine du Sud-Ouest. Alors le magret de canard, ça a été inventé dans les années 70, 74, par André Daguin, qui était un chef de cuisine installé à Auch, à l'Hôtel de France. Et il est confronté, tout le monde est confronté à un problème à cette époque. Le problème est le suivant, c'est que le foie gras connaît du succès. Un succès, mais important. Auparavant, on mangeait du foie gras à Noël. Et puis, on faisait des canards et des oies. Et puis, il y avait les confits qui allaient aller dans le cassoulet ou avec des pommes de terre. Et un peu de foie gras. Et ce foie gras, on le mangeait à Noël. Et puis, petit à petit, le foie gras se désaisonnalise et il se démocratise. Et donc, on produit de plus en plus de canards gras et d'oies pour alimenter le marché du foie gras. Et on ne sait pas que faire de la viande. Parce que les modes de consommation qu'on avait auparavant, en plus, apparaissent un peu comme un peu vieillots, plus tout à fait à la mode. Et Daguin a l'idée d'appliquer à la viande qui est sur l'aile un mode de cuisson qui est le mode de cuisson de la viande rouge. Au début, il cache à ses clients que c'est du canard. Parce que s'il leur dit que c'est du canard, ils n'en veulent pas. Il leur dit, je vais vous faire goûter quelque chose, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez, blablabla. Et en l'espace de quelques décennies, c'est devenu un des plats préférés des Français, qu'on retrouve dans les enquêtes, parfois en première place, parfois en deuxième ou troisième place. Donc on est dans ce qu'on pourrait appeler une innovation enracinée culturellement. C'est-à-dire qu'il y a eu ici un usage différent de ce qui existait dans la culture alimentaire, mais il y a une innovation enculturée. Alors ça, c'est un des objectifs sur lesquels les startups devraient pouvoir travailler un peu plus systématiquement et avec la même intensité parfois, on pourrait dire le même talent que ce qu'elles essayent de faire dans la partie technologique et nutritionnelle.
Ouais, moi, je rebondis sur ce que vous disiez et ce qui va nous permettre de passer à la question d'après, c'est que souvent je leur dis, il vous manque des racines en fin de compte, de comprendre en fin de compte ce que c'est manger, pourquoi on mange. Et donc en fin de compte, c'est un concentré de technologie auquel moi j'aurais même jamais pensé. Mais en définitive, ça nous éloigne du problème principal, c'est-à-dire pourquoi je mange, à quelle heure je mange, avec qui je mange et comment je mange. Et je dis tout le temps aux incubateurs, je dis, vous savez, vos étudiants, enfin vos start-upers, vous devriez leur filer un petit cours de sociologie de l'alimentation. À chaque fois, je repense à vous et puis à des écrits dans ce sens-là, juste pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire manger, quoi. Que manger, c'est pas de la technologie, quoi. Que manger, quoi. C'est le plaisir. C'est mettre quelque chose à sa bouche et avoir une sensation. Et que souvent, ces produits sont pas très bons. Et je leur dis toujours, bah ouais, bah, ça marchera pas. Ils me disent, mais ça répond à un besoin. Je dis, non, mais ça répond déjà pas à un problème de base. C'est pas bon. En fait, quand c'est pas bon. Et manger, ça doit être bon. Absolument. Et un aliment, c'est une éponge qui absorbe des symboles. Et on se nourrit aussi des dimensions symboliques de l'aliment. Et c'est quelque chose qu'on comprend bien. Vous savez, dans les Jean Trémolière, qui était le fondateur de la nutrition en France, qui était un médecin, mais on va dire un médecin philosophe, comme c'était la tradition un peu au milieu du XXe siècle. Et on lui posait la question, qu'est-ce que vont manger les cosmonautes en l'an 2000 et qu'est-ce qu'on va manger en l'an 2000? Et à cette époque, euh, le, ce qui portait la science, ce qui était euh, les optimistes du monde scientifique, imaginaient qu'on allait manger des nutriments dans des tubes de dentifrice, vous voyez, comme un peu l'idée qu'on avait de la nourriture des cosmonautes, qui a été la nourriture des cosmonautes du début, avec des pâtes. Et aujourd'hui, en fin de compte, en l'an 2000, on mange comme on mangeait des aliments. Et les cosmonautes d'aujourd'hui emportent dans leur bagage des petits plats sous vide préparés par des grands chefs qui ont travaillé Mhm. dessus. Et mieux que ça encore, il y a des gâteaux pour souhaiter l'anniversaire d'un tel. Il y a des liens avec les territoires. C'est-à-dire que ce que nous mangeons, c'est des choses qui nous inscrivent dans des lieux, qui nous inscrivent dans des espaces sociaux, qui nous inscrivent dans des familles, qui nous inscrivent dans des histoires. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que c'est ce que nous mangeons d'abord. Et après, on peut toujours effectivement manger mieux parce que la dimension nutritionnelle est passée un peu à la surface, elle a de l'importance. Mais on ne mange pas, d'ailleurs, c'est toute la difficulté des régimes. On ne tient pas les régimes très longtemps si on ne mange que des nutriments. Ah ouais, super. Vous me faites l'ouverture vers ma prochaine question qui était de parler d'injonctions alimentaires, de santé, de normes. Je vais vous citer en vrac mange bien, discours nutritionnel, alimentation médicalisée. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous pensez qu'on est passé d'un plaisir alimentaire à une gouvernance nutritionnelle? Si vous voyez là tout le festival qu'on a eu le droit autour du Nutri-Score, là ça fait maintenant 6 mois, là ça tourne un peu en boucle. Monsieur Egbert et tout le monde poste à peu près tous les jours dans tous les sens. Quel est votre regard, en fin de compte, de chercheurs que vous portez sur cette moralisation assez croissante des discours nutritionnels? Alors, il y a d'abord plusieurs choses. Il y a une première chose, c'est que c'est devenu compliqué de parler de ce genre de choses parce que il y a une tension et une polarisation. Et dès que vous émettez quelques critiques, assez rapidement, on vous explique que vous produisez de l'ignorance, vous voulez ralentir les progrès de la science, les progrès de la nutrition, etc. Et très vite, hein, le modèle qui apparaît derrière, c'est l'histoire du tabac avec d'éventuelles manipulations de scientifiques au service des intérêts de l'industrie du tabac. Alors,
c'est compliqué de parler de ça. Ceci dit, ce qui rend optimiste, c'est que le Nutri-Score s'améliore de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il n'était pas parfait au début, donc on aurait peut-être pu le critiquer. Mais sans doute, il faut attendre encore les améliorations suivantes pour être sûr qu'ils deviennent parfaits. Alors bien sûr, je fais de l'humour un peu là, juste pour dire que cette question de la nutritionnalisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe bien avant le Nutri-Score et ça existera après. Euh, c'est notre rapport à l'alimentation. Il gère plusieurs horizons. Il y a un premier horizon qui est l'horizon de la santé. Et le discours nutritionnel est un discours qui vient nous donner des raisons de gérer ce rapport à la santé. Et le discours nutritionnel, il évolue, il a changé, il se complexifie et il va encore se complexifier. On voit comment les ultra-transformés sont apparus, comment, à quelle vitesse d'ailleurs, une partie de la nutrition se jette sur ce nouveau concept qui semble expliquer beaucoup de choses. Il y a d'autres progrès qui sont dans les tuyaux qui amèneront d'autres révolutions, l'épigénétique par exemple. Voilà. Mais c'est normal que ça bouge, parce que la science avance par contradiction, évolution, dépassement des contradictions successives. Et ces connaissances, eh bien, elles nous aident à mieux gérer notre rapport moderne à l'alimentation. Où c'est problématique, c'est de croire que la vérité, elle est aujourd'hui fixe et qu'on sait aujourd'hui exactement tout ce qu'il faut sur la nutrition. Non, ça bouge, ça évolue. Alors, le deuxième horizon, c'est l'horizon des identités sociales. C'est-à-dire, en mangeant, nous entretenons nos identités sociales. Alors, on a un petit peu évoqué, c'est euh, les aliments nous inscrivent dans des cultures. Et en mangeant, il y a un exemple très simple. Quand on voyage et qu'on reste plusieurs jours à l'étranger, dans un autre espace culturel, parfois la nourriture est très bonne, mais assez vite, vous voyez les gens parler à quand même un bon steak ou ils vont se mettre à parler de l'alimentation de chez eux. Et c'est quelque chose que les gens qui travaillent dans le tourisme connaissent très très bien, hein. C'est une sorte de nostalgie alimentaire. En fin de compte, les gens mangent bien localement. Ils peuvent même manger de façon très équilibrée, mais la question n'est pas là. La question, elle est dans ce qui se passe quand nous mangeons et qui est de l'ordre de l'entretien, la construction, le maintien de nos identités culturelles. Quand nous mangeons les aliments de notre culture, en fin de compte, nous maintenons, nous entretenons notre relation à cette culture. Le troisième élément, troisième horizon de l'alimentation, c'est que l'alimentation, elle est liée au plaisir. Et elle est liée à un plaisir particulier qui est souvent un plaisir partagé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, euh, si je vous invite à manger ce soir à la maison, je ne vais pas vous dire, je vais vous faire manger euh, une alimentation équilibrée, on n'aura que des Nutri-Score A et B, vous aurez des bonnes vitamines. Mais si je vous dis, je vais vous faire le lièvre en chabessal de ma grand-mère, et puis j'ai découvert un petit vin de la Clappe qui va très bien avec, ça devient un peu plus intéressant. Et donc cette dimension du plaisir alimentaire qui lui-même est défini par la culture, par les religions, par l'histoire, notre rapport au plaisir est quelque chose qui est un fait de culture, hein, un fait social, et qui va entretenir nos relations, qui fait que quand vous allez m'inviter pour me rendre l'invitation, vous tiendrez compte de la façon dont je vous ai reçu, que vous-même vous me présenterez, vous ferez un plat qui est votre plat préféré ou quelque chose qui marque votre région, votre histoire familiale, etc. Donc ce troisième élément, on va dire, c'est la dimension sociale et hédonique de l'alimentation. Eh bien, notre rapport à l'alimentation,
il a besoin de ces trois dimensions. Donc, oui, bravo à la nutrition, et je me réjouis que ce champ scientifique évolue et nous apporte des connaissances tous les jours un peu meilleures, mais en même temps, n'oublions pas les autres dimensions de l'alimentation, car si on les oublie, eh bien, on fait le lit de tout un ensemble de troubles du comportement alimentaire. Car l'alimentation, elle est régulée à la fois par des phénomènes physiologiques qui renvoient à la connaissance de la nutrition, à la connaissance de la physiologie, mais elle est régulée par des phénomènes sociaux. Par exemple, est-ce que je mange à midi parce que j'ai faim? Ou est-ce que je mange à midi parce que c'est l'heure de manger? Parce que socialement, eh bien, on a orchestré nos emplois du temps pour faire que nous nous retrouvons à midi. Et qu'en fin de compte, on a deux formes de régulation. Une régulation physiologique, mais on a des régulations culturelles et sociales. Et les ignorer, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la nutritionnalisation, c'est-à-dire l'hypertrophie d'un des horizons de l'alimentation, eh bien, c'est mettre sous le boisseau ou à l'écart ces autres dimensions qui sont extrêmement importantes et pas seulement importantes comme un résidu culturel, mais importantes parce qu'elles contribuent à la régulation de notre rapport à l'alimentation au même titre que les régulateurs physiologiques. Et mieux, il y a des phénomènes d'articulation, d'intégration. En fin de compte, le fait de manger à midi, de temps en temps, j'ai pas faim. Mais je mange à midi parce que c'est l'heure. Et d'une certaine façon, d'autres jours, je vais manger parce que j'ai faim, même à midi moins le quart, quand même, je commence à avoir l'estomac qui me rappelle que, eh bien, ces phénomènes sociaux et physiologiques s'articulent et ces horloges biologiques et ces horloges sociales s'intègrent, s'articulent, se remontent l'une avec l'autre. Et l'alimentation, elle participe de ça.